Bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que ça va, que les gens du stream aussi vont bien. Bienvenue à tous, du coup, pour ce troisième cours de mécanique des fluides. Et c'est un cours qui est assez petit finalement, mais très très important. C'est un cours qui est très important parce que on va aujourd'hui s'intéresser à des applications réelles, je dirais, des applications industrielles, donc d'intérêt pratique finalement. Et donc ça, c'est voilà un peu ce qu'on cherche aussi, je dirais, à faire. Je me permets juste de checker le... Voilà, si je peux faire juste avoir accès au chat, ça serait top. Voilà, là, comme ça, j'aurai accès au chat devant moi, en cas de souci. Du coup, voilà, cours très important d'intérêt pratique, hein, d'intérêt pratique. Et de manière plus générale, en fait, on va inscrire notre cours bien, dans un bloc fondamental. Puisque donc j'aimerais à terme, en fait, après ces cours, bien, qu'on soit capable ensemble, lorsqu'on a un problème de mécanique fluide, quel qu'il soit, de le résoudre nous-mêmes. Et donc, pour résoudre nous-mêmes ces problèmes, on a besoin de les calculer, hein, comme on va faire dans des exercices aujourd'hui. Et en fait, ce qui est très important, avant de même de résoudre ces exos, c'est de comprendre un peu derrière qu'est-ce qui se cache. Donc en fait, on va avoir trois blocs, hein, dans ce cours-là. Le premier bloc, c'est celui qu'on est vraiment en train de faire, hein, c'est le bloc de la théorie. C'est un petit peu chiant, mais on en a vraiment besoin. Euh, Donc c'est un bloc qui va nous garder encore quelques semaines ensemble, hein. Il y a encore quelques cours qui sont prévus là-dessus, même si on a quand même plutôt bien avancé. Le second bloc, en fait, ça va être vraiment, je dirais, l'application. C'est-à-dire qu'on va aller carrément faire des simulations numériques ensemble. Donc comment on va faire? On va télécharger un logiciel connu gratuitement. Pas besoin de beaucoup de pas besoin de beaucoup de mémoire, beaucoup de gros ordi, mais on va le faire ensemble. Je vous fournirai moi les fichiers sur le Discord pour qu'on puisse travailler. Et puis le troisième bloc que j'aimerais vraiment faire, là c'est vraiment un bloc, je dirais, d'autonomie et de création, où là en fait on va se rendre compte qu'il y a bien certains codes qu'on va avoir dans le commerce bien, sont un petit peu limités, ou parfois ne font pas bien les choses qu'on voudrait faire, et donc on va être capable ensemble de créer un code numérique, qui reprend plein de phénomènes physiques, et donc pour accéder à ces phénomènes physiques, on a besoin bien de comprendre la théorie, et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, qu'on fait toute cette théorie. Donc voilà, évidemment quelque chose d'extrêmement extrêmement important. Donc aujourd'hui, donc on est toujours sur notre bloc théorique ici. On va tout supprimer. Faire comme ça. On est sur notre bloc théorique, et donc qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu pardon la dernière fois. La dernière fois, je rappelle, donc comme d'habitude, quelques rappels ici, ils vont être assez rapides ces rappels, puisque finalement, ce qu'on a vu, c'est une équation. C'est une seule équation, c'était une équation très très importante, puisqu'il s'agissait de l'équation qui régissait. Salut Miyakoshi, salut, j'avais passé, c'est quoi le niveau requis pour suivre? Alors, moi je te conseille, bienvenue à toi. C'est pas un niveau qui est très demandant, puisqu'en fait j'ai fait un cours 1 et 2 où je rappelle un peu la théorie, mais là je vais faire un rappel de ce qu'on a vu. Et franchement aujourd'hui c'est assez facile, donc si tu veux t'intéresser voilà, à des applications pratiques, reste avec nous. Et puis n'hésite pas voilà, à voir les cours 1 et 2 qui sont sur YouTube si jamais tu connais pas du tout. Globalement, voilà, je pense qu'un niveau maths, collège, début lycée suffit. Surtout que je fais des rappels et j'explique un petit peu certains trucs mathématiques, mais j'essaie de rester très physique. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux rester. Là, ça va être un rappel d'une grosse équation qu'on a vue la semaine dernière et que j'avais un petit peu expliqué. C'était une équation qui permettait de calculer, bien, en gros, le mouvement d'un fluide, la dynamique d'un fluide, comment est-ce que ça bouge, et surtout pourquoi est-ce que ça bouge. Et ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était que en gros, hein, on avait une équation qui s'écrivait ainsi. Alors je vais rappeler un petit peu cette expression. Alors, je vais peut-être l'écrire de manière... En fait, voilà, c'est assez mathématique, mais j'essaie d'introduire des choses physiques euh, derrière ces équations pour justement qu'on comprenne qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, voilà. Donc on avait dit quoi? On avait dit qu'en gros, ce qui faisait qu'un fluide se déplace,
Ah, donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Donc en gros, hein, c'est la dynamique du fluide, c'est-à-dire un mouvement, hein. Eh bien, c'était lié à quoi? C'était lié à ce terme-là, c'est-à-dire les forces de pression, à la force de gravité, et puis ce terme-là qu'on avait appelé la contrainte visqueuse. C'est-à-dire, hein, la contrainte visqueuse, c'est l'action en fait d'un frottement, si on veut, hein. C'est une action liée eh bien, au fluide qui va se déformer, alors, et qui est vraiment qui est vraiment une propriété qui dépend de l'écoulement en fait. Voilà, qui dépend de l'écoulement, alors que la pression ne dépend pas de l'écoulement. La pression, elle est là, hein, c'est par exemple l'altitude, des choses comme ça, mais vraiment la contrainte visqueuse est liée à l'écoulement et c'est pour ça qu'on avait scindé des forces de pression. Et donc on avait vu eh bien que il y avait un cas, hein, il y avait une autre équation, ça c'est l'équation donc Navier-Stokes, pour ceux qui sont un petit peu familiers et qui s'en rappellent. Et donc on avait vu une autre équation qui s'appelait l'équation d'Euler. Et l'équation d'Euler, elle nous dit quoi? Elle nous dit en fait que le terme des contraintes visqueuses est égal à zéro, hein. Enfin, c'est dans le cas où les contraintes visqueuses sont égales à zéro. Voilà. On avait également exprimé cette quantité de mouvement d'une autre manière, ce qui permettait d'avoir une équation un petit peu plus complète. Ça, c'était dans le cours numéro 1 qu'on l'avait exprimé. Donc pareil, hein, si jamais ça apparaît un peu pas clair, revenez au cours 1. Même au début du cours 2, je fais un rappel du cours 1, donc ça peut aider. Et donc on avait écrit, hein, ce terme-là sous la forme d'une dérivée. Alors, je rappelle, à la dérivée partielle, c'est quoi? C'est juste une dérivée, hein, c'est quand on a une fonction qui dépend de plusieurs variables, eh bien c'est la variation de cette fonction. Par exemple, si la fonction dépend de deux variables, eh bien on va fixer une des deux variables et on va regarder la variation par rapport à l'autre. C'est comme une dérivée qu'on voit au lycée, sauf que là il y a deux variables, donc met pas un dé droit comme au lycée, on met un petit dé rond. Voilà. Et donc on avait écrit cette dérivée eh bien, sous la forme, enfin ce taux-là, quantité de mouvement, sous la forme suivante, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, comme ceci. Bon, ça c'est juste de l'écriture, c'est pas très intéressant et en fait ce qu'on avait conclu nous de cette analyse, c'est que c'est des équations qui sont très très difficiles à résoudre et même en fait impossibles, hein. Il n'y a pas de solution unique à l'équation de Navier-Stokes, c'est un problème du millénaire. Je crois que c'est maintenant 1 ou 2 millions de dollars si vous trouvez la solution à cette équation, mais aujourd'hui il n'en existe pas. Donc voilà. On avait également vu qu'il y avait différents types de fluides qu'on pouvait considérer, des fluides donc non visqueux, donc là on retrouve les équations de l'air, et dans les fluides visqueux on avait les fluides qui étaient dits newtoniens, c'est-à-dire en fait des fluides qui vont avoir une relation linéaire avec, avec la viscosité. Donc en gros, ils vont évoluer linéairement avec la vitesse, avec la contrainte. Ça, c'est le taux c'est un modèle, hein. Et puis on a vu des fluides non newtoniens qui sont plus compliqués. Par exemple, pour qu'ils puissent être visqueux, il faut les mettre en mouvement. Par exemple, on peut penser Yo, Mask, how are you doing, bro? On peut penser à la maïzena, ou on peut penser au yaourt, hein. Le yaourt, quand vous le prenez, c'est solide, et puis il faut le mettre en mouvement pour qu'il devienne liquide visqueux, et c'est pas du tout linéaire. Vous voyez, hein, si vous faites un tout petit peu, c'est pas très visqueux, si vous faites beaucoup, ça l'est, mais c'est pas du tout linéaire, et c'est ce qu'on appelle un fluide non newtonien, donc un non-newtonian fluid pour les anglais. Sorry, Mask, the course is in French, but hope you're doing well. Maybe one day I will do an English version. Donc ça, c'était le rappel de la semaine dernière. Alors, c'est des équations qui sont, comme je disais, compliquées à résoudre et pas du tout pratiques. En pratique, on fait pas ça. On fait un peu ça, mais pas vraiment ça, et je vais expliquer ce qu'on va faire. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui s'appelle... Excusez-moi, ça charge. Is I dude, enjoy. Thank you, bro. Hope your holes went well. I just saw you popping on stream, but didn't have the time to catch you. Donc ce cours aujourd'hui va s'appeler Bernoulli et énergie.
Donc voilà le cours d'aujourd'hui, Bernoulli et énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Bernoulli? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'énergie? Eh bien, en pratique, les écoulements, ils vont avoir lieu dans des canalisations, dans des forages pétroliers, dans des barrages, dans des choses comme ça, c'est ça qui nous intéresse. Et dans ces écoulements, donc, hein, on va noter, par exemple, donc dans des barrages, dans des conduites, donc dans des tuyaux, il y a beaucoup de choses dans ces tuyaux. On a par exemple, dans ces barrages, on va voir par exemple des pompes, des turbines, des hélices, plein de choses comme ça qui créent de l'énergie finalement, hein. Une pompe, hein, ça va comprimer un fluide, ça va créer une certaine énergie. Et c'est très important parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est dimensionner ces pompes. C'est-à-dire, on a par exemple, je sais pas, euh, imaginez, bon, on va le faire tout à l'heure, mais on a un réservoir d'essence. Par exemple, on veut remplir une bagnole avec notre essence. Le fluide, donc l'essence est située tout en bas, hein, dans un réservoir. Il faut qu'il remonte à la surface. Et pour ça, on a besoin d'une pompe. Du coup, naturellement, il faut dimensionner cette pompe pour que ça puisse marcher. Et donc, on va voir comment on va faire avec justement ces équations d'énergie de Bernoulli. C'est aussi très important, hein, dans les problématiques de fuite, par exemple. Lorsqu'on a des fuites dans des systèmes, eh bien, c'est ces équations-là qu'on va voir aujourd'hui qui sont très importantes. Ça peut être aussi des problématiques liées au frottement, liées par exemple parce qu'un tuyau est en mauvais état. Donc, c'est des équations qui sont valables, en tout cas qui sont utilisées dans beaucoup d'applications. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de faire même une application là tout à l'heure, donc d'un réservoir d'essence. On pourra en faire d'autres, hein, j'en ai plein d'exercices sur des barrages, sur le forage pétrolier, sur plein de choses. Donc voilà l'objectif de ce cours aujourd'hui. Alors, qui dit Bernoulli, enfin on va commencer par la partie énergie. L'énergie c'est quoi? Quand on pense à l'énergie, de manière générale, hein, on se dit, bon, je sais pas, on se dit Einstein, peut-être. E égale mc2. Hein, peut-être, on se dit, ouais, il y a l'énergie, il y a une masse, une vitesse, etc. Tout à fait, c'est un type d'énergie, il en existe d'autres, hein, l'énergie potentielle, qui est liée au poids, à la gravité. Mais on va commencer du coup par cette première énergie liée à la vitesse. C'est clair que quand on court, on a une certaine inertie, une certaine énergie transportée liée à notre vitesse. Cette première énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Ouais, vraiment, je repars de la base pour ceux qui connaissent pas grand-chose du tout, hein. L'énergie cinétique. L'énergie cinétique, en gros, c'est quoi? C'est 1 demi de mv carré. C'est la définition d'énergie cinétique, c'est une énergie liée à la masse, à la vitesse. Mécanique des fluides, on ne s'intéresse pas à la masse vraiment, c'est pas la masse telle comme ça qu'on utilise, c'est la masse volumique. Donc on va définir une énergie, eh bien, 1 demi de rho v carré. Ce sera plutôt le pendant de la mécanique des fluides. Ça marche très bien. Alors, pour en fait avoir cette équation de l'énergie cinétique, je ne vais pas faire les calculs parce que c'est très chiant, il faut prendre en fait l'équation qu'on a écrite juste avant de Navier-Stokes, et puis dans l'équation tout à l'heure on avait ρ fois v. Et là il nous faut ρ v carré. En fait on va multiplier cette équation par v, à gauche et à droite. C'est une multiplication, faut l'imaginer mathématiquement, hein. Et donc on va obtenir, eh bien, comme ça, l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Si on prend l'équation d'avant et qu'on l'écrit, c'est pas trop à savoir, hein. Ça, c'est pas très important, mais c'est très important parce que ça va nous amener à notre équation de Bernoulli. C'est, eh bien, l'expression suivante. Qu'en gros, la variation d'énergie cinétique, on sort le ρ, mais on peut le mettre dedans, hein, si jamais ρ ne dépend pas du temps. C'est lié à quoi? C'est lié à la puissance. Donc ça, c'est quoi? C'est la variation d'énergie. On appelle ça en pratique une puissance, hein. Bah c'est quoi? C'est la puissance liée, excusez-moi, à la gravité. Donc ça, c'est des vraies choses, hein. Ça, c'est réel. C'est vraiment les forces qui s'exercent. Alors, il peut y avoir d'autres puissances, hein. On dit gravité, mais on va plus parler de force volumique. Moins la puissance
des forces de pression. Alors tout à l'heure j'avais écrit un d rond P sur d rond XI et on le note parce que là on n'est plus un indice, on le note gradient de P, ça s'appelle gradient. Voilà, c'est une notation mathématique. Plus un terme un peu compliqué qui est la vitesse scalaire, eh bien donc en gros ça c'est le tenseur des contraintes visqueuses, on retrouve. Ce qu'il faut retenir c'est vraiment qu'il y avait le mouvement, c'était lié à la gravité, à la force de pression, aux contraintes visqueuses. Et là la puissance c'est lié à la puissance liée à la gravité, la puissance liée aux forces de pression, la puissance liée aux contraintes visqueuses. Il n'y a rien d'incroyable ici. Mais on va noter la formule. Alors en pratique, cette équation n'est pas très utilisée. En pratique, celle-là, c'est pas une équation qu'on aime beaucoup. Parce que ça reste une équation, je dirais, très liée au mouvement, très liée aux vitesses. C'est pas la plus utilisée, mais il faut la noter. Il existe une autre énergie. Ah, donc ça, c'est l'énergie qui est liée au mouvement, mais on peut aussi parler, par exemple, de l'énergie liée à la température. Lorsque on chauffe quelque chose, ça gagne de l'énergie. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. Et c'est la deuxième énergie qu'on va considérer. L'énergie interne se note petit e. C'est sur YouTube, n'hésitez, ne vous inquiétez pas, tout est sur YouTube. Donc l'énergie interne, excusez-moi, énergie interne, c'est petit e. Donc on va s'intéresser, avant de parler d'énergie interne, à l'énergie totale du coup, qui est égale en fait à l'énergie interne plus l'énergie cinétique. Parce que c'est vraiment l'énergie totale liée au fluide, c'est pas la pesanteur, etc. va plutôt dans le terme lié à la puissance des forces liées à la pesanteur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie totale, et on peut montrer, c'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, eh bien que cette énergie totale, elle est liée au travail des forces de pression, enfin au travail des forces, pardon, de manière générale. Donc le travail c'est quoi? C'est en gros une force fois une vitesse, un travail. Donc c'est lié à quelque chose lié aux forces, mais surtout c'est lié à un truc très important, c'est lié aussi à la chaleur. Tout à l'heure c'est logique, on avait dit l'énergie cinétique c'était lié aux forces de la pesanteur, etc. L'énergie interne c'est lié à la chaleur, à l'agitation thermique. Et ça c'est très important parce que justement la quantité chaleur c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'on parle de température. Et ça on les veut les températures dans des applications industrielles. Alors la démo est très pénible. La démo est extrêmement pénible, mais on peut aboutir à un résultat de cette énergie totale que je vais noter moi petit e m pour énergie, on va l'appeler petit e t, allez soyons sympas, petit e t, et on peut montrer, mais voilà, encore là c'est pas des équations je dirais euh, très très fondamentales, c'est que on a ceci. C'est pas vraiment à savoir, mais donc là on retrouve notre énergie interne petit e, et puis l'énergie cinétique. Et là cette fois, il y a toujours la puissance des forces de gravité. Maintenant, il y a un petit changement là, on va avoir en fait une variation de la puissance liée aux forces de pression. On va avoir la variation liée toujours à nos contraintes visqueuses là, et puis la chaleur. Ça c'est le dégagement de chaleur. Alors, c'est pas très. Faut pas connaître ces formules-là, évidemment, loin de là. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a toujours cette notion d'énergie, de gravité, de pression et de contrainte visqueuse. Voilà. Cette équation-là, elle est super importante, et bien sûr, on peut faire une opération, c'est de soustraire cette équation-là de la précédente, de l'énergie cinétique, et vous obtenez une équation sur l'énergie interne, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plus, est-ce qu'on pourrait pas simplifier cette équation
pour avoir accès, eh bien justement, à des choses comme le travail, hein, de ces forces. On va supposer qu'il n'y a pas de dégagement de chaleur, hein, des choses comme ça, mais voilà, là on voit qu'il y a des puissances en jeu. Moi, ce que j'aimerais, c'est une équation simple me permettant de calculer ces puissances. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, on va pas faire on pourrait faire la démonstration. La démo n'est pas excessivement longue, mais pas la faire. On va quand même donner les hypothèses. Donc là, c'est vraiment le point clé de notre cours aujourd'hui, c'est le théorème de Bernoulli. Donc on a écrit des bilans sur les énergies qui nous ont permis de comprendre que l'énergie est liée à la force de gravité, la force ou de puissance de pression et de contrainte visqueuse. Le théorème de Bernoulli, on va se placer dans des hypothèses quand même très sympathiques. Première hypothèse, on va supposer que l'écoulement est stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation avec le temps en un point donné. D'accord, le fluide bouge, mais l'écoulement stationnaire, ça veut simplement dire que si on se met en un point fixé, ce qui s'y passe ne dépend pas du temps. On peut par exemple penser, je sais pas, à un courant qui circule de manière constante, tout va bien, voilà, bah c'est stationnaire. Seconde hypothèse, on va supposer qu'il n'y a pas de contrainte visqueuse. C'est un résultat très fort. Donc là, le terme un peu chelou là qu'on a vu tout à l'heure, il dégage. On va supposer que ρ est une constante. Donc on va parler ici d'écoulement incompressible. Alors, il faut savoir que on peut retirer ces hypothèses, mais au prix de démonstrations très lourdes, et donc nous, on va vraiment se cantonner au cas chill. Voilà. Donc, sous ces hypothèses, en fait, on peut montrer, hein, bah, la démo fait vraiment pas très longue, mais on peut montrer quoi? On peut montrer que si on prend une trajectoire et qu'on se met sur cette trajectoire, d'accord? Donc on a une vitesse, hein, voilà, donc on se met sur cette ligne de courant, on va appeler ça une ligne de courant. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer que la quantité V carré sur 2 plus la pression sur ρ plus l'altitude, c'est égal à une constante. Alors, je vais se dire, putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Salut mon Keza, comment vas-tu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce truc-là, c'est fondamental. Et je vais vous démontrer que rien qu'avec ça, on peut faire des dingues. Sur une ligne de courant, ça nous dit que, pour ces hypothèses-là, la quantité V carré sur 2 plus P sur ρ plus Gz est une constante. Je vais vous faire une illustration de suite pour que vous puissiez comprendre. Si on prend, imaginons, on va se donner un réservoir rempli d'eau comme ceci, pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Et on va tracer une ligne de courant passant, par exemple, en haut, petit a, et qui va venir jusqu'à la sortie petit b. Donc, qu'est-ce que nous dit Carafe, secours que donne de l'alcool. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là, bébou. Qu'est-ce que ça veut dire cette... C'est le troisième cours, hein. N'oublie pas d'aller sur YouTube voir les deux premiers cours, t'as 2h30 de retard. Qu'est-ce que ça veut dire que la quantité V carré sur 2 machin égale constante? Bah, ça veut dire en fait qu'on soit en A ou qu'on soit en B, c'est la même chose. Donc on peut donc écrire que V A carré sur 2 plus la pression en A sur sur ρ plus G fois l'altitude en A
est égal à la vitesse en B au carré sur 2, plus la pression en B sur ρ. Alors là, c'est de l'eau partout, hein, donc on va dire que c'est la même chose, plus GZB. Hein, ρA, ρB, c'est de l'eau, tout va bien. Bah, donc on essaie de comprendre, nous, qu'est-ce qui va... En fait, la question qu'on se pose, c'est, imaginons, c'est quelle est la vitesse en B? C'est-à-dire, quelle est la vitesse de mon jet? Autant vous dire, imaginez que vous avez... Alors, on peut faire ça avec la tub, hein, si vous voulez. Hein, vous prenez votre tub et vous dites, putain, à quelle vitesse sort mon... Voilà. Alors, voilà, c'est super, on a ça. Qu'est-ce qu'on va... Bah, on va essayer de calculer. J'ai suivi le premier cours, enfin j'étais présent, bon, je serai encore juste présente. Je vais faire, il y a avec ProTips. On peut l'emposer au port du rhum, tu peux. Et sache, c'est très drôle, mais en fait, ça dépend pas du fluide. Ça dépend pas du tout du type de fluide. Que tu foutes du rhum, du whisky, ce que tu veux, c'est pareil. Alors, en A, donc on imagine on a un réservoir. Vous imaginez qu'en A, il se passe pas grand chose. La surface est plane, il n'y a pas de vitesse en A. Donc déjà, ce terme-là, il dégage. La pression en A, c'est la pression ambiante. Hein. Imaginons on a une cuve qui a l'air libre, voilà la pression. Et en B, en sortie, bah, la pression, c'est la même chose. PA égale PB. Donc déjà, c'est un résultat, voilà, hein, c'est la même chose, on est à l'air libre, très bien, donc ça s'en va. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que VB, c'est directement racine de 2GH. Donc c'est-à-dire que la vitesse en sortie du réservoir ne dépend que de la hauteur. Ah donc H c'est quoi? C'est la hauteur d'eau ici. Ne dépend que de la hauteur, en fait, d'eau. Et ça c'est une formule très connue qui s'appelle la formule de Torricelli. Et ça a été en fait la base des mesures de clepsydre. En fait, hein, on était capable, en fait, avec cette équation-là de Torricelli, on peut revenir à un temps d'écoulement, à le temps de vidange du réservoir, et ça donnait en fait les clepsydres qui étaient les ancêtres des sabliers. Comment ce stream très sérieux a-t-il mal tourné? Parce que vous êtes là. Voilà, donc c'était quand même la base des clepsydres en la Grèce antique, donc c'est pas rien cette formule. Alors évidemment, c'est très simplifié. Il y a des choses qui se passent en sortie qui sont pas exactement comme ça, mais vous voyez déjà qu'avec une simple formule, on peut calculer des trucs quand même, des trucs très importants. Alors, on continue sur notre cours. Alors, il y a d'autres applications très très importantes. Par exemple, on a l'application du Pitot. Alors, le Pitot, qu'est-ce que c'est? Torricelli, c'est une marque de pâtes. En fait, le tube de Pitot, qu'est-ce que c'est? C'est un tube qui est utilisé en soufflerie pour calculer des vitesses au niveau de maquettes d'avions, d'hélicoptères, de fusées, de tout ce que vous voulez. Et en fait, ces connaissances de vitesse permettent de remonter à la connaissance des vitesses réelles de la vraie fusée. Donc c'est super important ces tubes, hein, c'est des petits tubes. Et en fait, comment c'est basé? En fait, c'est basé sur un peu la même formule. Mais c'est quand même des trucs pas. C'est quand même pas de la merde, hein. On est capable de mesurer des vitesses avec un petit tube sur la petite maquette et d'en redéduire la vitesse sur la maquette réelle. Nous verrons ça bien sûr pour comment faire au chapitre 6. Oh non, au chapitre 5, pardon, là on est au chapitre 3. Et bien en fait, si vous prenez par exemple, imaginez ça c'est une fusée, hein, enfin, c'est un profil. Il boit du Pepsi ou je rêve? Oui, je bois du Pepsi. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau imaginez, voilà, vous mettez de l'air et vous mettez de la farine ou quelque chose et voyez les filets d'air. Qu'est-ce qui se passe? Bah en gros, hein, vous avez à un moment donné, vous avez voilà, le fluide il fait ça. Puis à un moment donné, paf, ici, en A, le fluide s'arrête. Et donc ça veut dire quoi? Bah en fait, on peut donc écrire sur notre ligne de courant entre A et puis quelque chose ici qui est très très loin, qu'on va noter ici l'infini, très loin, et bien que la pression à l'infini, donc très loin, plus 1 demi
de rho V infini au carré. Donc là, on a juste multiplié par rho. La gravité, on la néglige, on s'en bat les couilles. C'est égal à la pression en A plus 1 demi de rho VA carré. Mais VA carré, enfin VA est égal à 0 parce que c'est un point d'arrêt. Et donc, on a PA égale P infini plus 1 demi de rho V infini au carré. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule-là? Ça veut dire que si on mesure la pression en A, on est capable de connaître des vitesses. Et c'est la base du tube de Pitot. En fait, on va venir faire deux points de mesure, deux points de pression, et on va pouvoir trouver les vitesses qui se passent dans certains points d'écoulement. Raquette gribouillis. Petit scribou, je me casse, il dégoûte. Putain, d'accord. Ah, moi j'aurais plutôt dit une couille, mais bon, après chacun son truc. Donc si ça vous intéresse, tapez tube de Pitot, hein, c'est la base du tube de Pitot. C'est super intéressant pour en faire voilà un cours entier. Mais voilà, je vous invite à regarder tube de Pitot. C'est vraiment basé sur ça, des mesures de vitesse en des points d'écoulement, en connaissant des pressions. Point d'exclamation tube de Pitot, exactement. Voilà, donc c'est une formule très simple et vous allez voir qu'elle est très puissante. Ok, c'est un bon début, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce que ça, c'est bien, voilà, vous avez vu un réservoir, un machin, une couille, ce que vous voulez. Mais il n'y a pas encore de... non, il y a une commande point d'exclamation YouTube si tu veux. On n'a pas encore parlé de pompe, de turbine, de frottement, de conduit, enfin bref, des vraies applications qui nous intéressent. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si par exemple, je sais pas, on a ceci, on a un tuyau, et là, il faut une putain de pompe ici. Donc on a une entrée 1, une entrée 2. Qu'est-ce qui se passe si... Ah, je vois qu'on est au courant des 0,6%. Qu'est-ce qui se passe si dans notre tuyau, je sais pas, par exemple, il n'est pas parfait. Il y a des petits égouigouis. Qu'est-ce qui se passe si jamais... qu'est-ce qui se passe? Je regarde tous les streamers, tiens, lurk. Qu'est-ce qui se passe? C'est des choses très importantes en pratique. Quand on a des canalisations qui sont usées, voilà, c'est super important. Eh bien, on peut montrer que Bernoulli est toujours valable en fait avec des frottements. D'accord? Donc si il y a frottement, pompe, turbine, hélice, tout ce que vous voulez, enfin un truc en plein milieu, mais que on arrive à être en entrée et en sortie dans les hypothèses de Bernoulli, c'est-à-dire voilà incompressible, ρ égale constante, enfin les mêmes hypothèses en entrée et en sortie, on peut démontrer la formule suivante. On peut montrer que la variation, donc ça c'est une variation, ok? Ah, en gros c'est 2 moins 1. De la quantité P sur ρ plus V carré sur 2 plus GZ est égal à, on va dire c'est des couilles, super, et vous allez rigoler, un travail théorique que je vais expliciter juste après, moins des frottements, moins un truc qu'on va appeler ES, et je vais maintenant vous donner la signification de tous ces termes. Ça, c'est le travail, hein, donc la puissance, hein, si on veut, enfin c'est lié à la puissance, hein, c'est vraiment l'énergie fournie par turbine, pompe, ce que vous voulez. N'importe quel système, quel qu'il soit complexe. Ceci, EF, c'est quoi? C'est les pertes par frottement qu'on va souvent attribuer les pertes par frottement ici, hein, soit à la canalisation, soit même à la turbine elle-même, parce qu'elle n'est pas parfaite. Et on a ici un terme qui s'appelle ES, qui est ce qu'on va appeler la singularité. C'est-à-dire que, alors on va expliquer tous ces termes un par un. Donc,
la variation de notre quantité de Bernoulli tout à l'heure, hein, c'est la même chose, hein, voilà, c'est égal à quoi? C'est égal à un travail théorique lié à la pompe à la turbine, moins des pertes par frottement, moins une perte par singularité. Je vais venir vous expliquer ce que c'est ces pertes et ces travaux. Alors, là c'est un point qui est assez... Moi, mes élèves, quand je donne les cours en école d'ingé, même jusqu'au troisième année, hein, c'est un concept qu'ils avaient du mal au début à appréhender, et je vais essayer de vous l'expliquer euh, de la manière la plus avec les mains possible, la notion de travail liée à la pompe et liée à la turbine. C'est quelque chose qui est assez compliqué, enfin c'est pas très compliqué, mais les gens comprennent pas qu'est-ce que c'est. On va faire deux cas, on va regarder le cas de la pompe et de la turbine pour comprendre quel est le signe. Troisième année du collège, ouais, c'est la troisième année du collège. Prenons une pompe. Qu'est-ce que c'est une pompe? C'est un truc qui vient comprimer le fluide. D'accord? La pompe, hein, ça c'est souvent le symbole qu'on utilise, la pompe. Ça vient comprimer le fluide. Donc, on est d'accord que quand vous comprimez quelque chose, ça chauffe, ça fait mal, hein, voilà. Le fluide reçoit de l'énergie. Donc, le travail que la pompe fait est compté positif, puisque le fluide reçoit de l'énergie. Qu'est-ce que c'est une turbine? Il y a deux types, hein. Il y a la pompe et la turbine, c'est son contraire, hein. Vous avez vite comprendre. La turbine, c'est quoi? En fait, la turbine, c'est... Vous avez, je vais peut-être pas le dessiner comme ça. En gros, c'est un ensemble de pales, comme un ventilateur. Je vais le symboliser. Il y a des gens qui disent ah, une turbine, c'est ça, ils vont péter un câble, mais bref. Et votre fluide, qu'est-ce qu'il fait? Il vient taper le fluide là. Il vient taper la pale pour faire tourner la pale et donc créer un mouvement de rotation. Donc en gros, la turbine est associée à un arbre, une transmission. La turbine va tourner, va faire tourner l'arbre, qui va faire tourner des trucs. On est tout content, ça fait une turbine et un compresseur. C'est le principe d'un moteur d'avion, hein. Enfin, en tout cas, grosso merdo, c'est ça. Et donc là, le fluide va taper la pale. Donc là, le fluide, il va céder son énergie. Le fluide tape la pale et cède son énergie. Et donc le travail lié à la turbine, il va être négatif. Et si vous avez compris ça, bah bravo, voilà, c'est con, hein, il n'y a rien d'incroyable, mais c'est super important ce point-là. Ok, donc ça c'est pour la partie travail. On peut introduire dans ce travail, donc là, pour en fait introduire le travail, on va introduire une notion de travail réel et de travail théorique. Donc, on a vu dans la formule qu'il y avait un travail théorique. Mais nous, quel est le lien entre le travail théorique, c'est-à-dire le travail maximal fournissable, par rapport au travail réel? Et on va prendre le cas de la pompe. La pompe, elle a un rendement, qui est donné. Elle a un certain rendement. Eh bien, le travail réel par rapport au travail théorique. Parce que très souvent, il y a un rendement. Alors, est-ce que c'est fois? Est-ce que c'est divisé? Réfléchissons 2 minutes. Le rendement, c'est quelque chose qui est associé à un coût. Le rendement n'est jamais égal à 1. Si c'est 1, tout va bien. Si c'est 0, ça ne va pas du tout. Donc, il est clair que, en réalité, la pompe doit fournir plus de travail parce que c'est pas parfait pour atteindre un certain fonctionnement. Donc,
le travail réel est toujours à fournir au fluide, est toujours plus important que ce qu'on voudrait. Ça nous coûte cher, ça coûte de l'énergie pour une pompe de marcher à balle, à balle, à balle. Imaginez quand vous chargez votre vélo, je suis en train de me branler, et quand vous faites une pompe avec votre vélo, vous êtes obligé de forcer comme un couillon parce qu'il y a des pertes. Donc vous fournissez plus de travail pour changer votre vélo. Et donc, on le divise par un rendement état. Bisous mon Kezak. J'essaie de garder je vois de la merde sur le stream, mais j'essaie de garder le contenu du cours parce que sinon on va encore déborder. Donc là, on avait. État est toujours plus petit que 1. Hein. Donc état plus petit que 1. C'est le rendement. Pour la turbine, c'est un petit peu différent. Réfléchissons, la turbine, notre travail réel par rapport au travail théorique. Comme la turbine, c'est un. On a envie qu'elle tourne à balle, la turbine. On a envie qu'elle tourne fort pour faire tourner tout le reste. Imaginez une turbine qui tourne, associée à un arbre, l'arbre tourne, ça fait tourner du schmilblick derrière. Malheureusement, à cause des frottements, des pertes, etc., le travail réel qu'on récupère est moins important. Et donc cette fois, on va multiplier le travail théorique par état, qui est toujours plus petit que 1, pour avoir justement cette notion de travail réel. Alors, pourquoi c'est très important? Parce que très souvent, vous allez avoir accès au rendement état dans les énoncés. Ce sont des données d'une pompe, ce sont des données de constructeur. Et donc, vous allez pouvoir calculer des travaux réels associés, donc des puissances réelles, véritables, associées à ces pompes, à ces turbines. Donc, c'est très important cette partie-là. La seconde partie qu'on va regarder, c'est la singularité. Ça va aller extrêmement vite pour la singularité. Donc là, on a vu la partie travail. Deuxième terme, partie singularité, ES. La singularité, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple des comportements bizarres dans des canalisations. Exemple. Quelque chose qui fait ça. Quelque chose qui fait ça. Quelque chose qui fait ça. Plein de trucs. Même des trucs qui font ça. Une cana qui d'un coup fait un espèce d'angle droit bizarre. Un coude, n'importe quoi. C'est plein de formules. Ça, grosso merdo, c'est tabulé, c'est-à-dire que ça, vous allez sur internet. Hein, voilà, en gros. Hein. Il y a des mecs qui ont fait des tests pour avoir les formules de ES. Vous faites pas chier, vous allez sur internet, ça dépend du cas. On vous les donnera. Il n'y a pas de problème. Le seul cas que vous pouvez connaître à la rigueur, c'est le deuxième cas. C'est ce cas-là, où c'est le seul où on a une formule théorique. Après, c'est des trucs tabulés. Donc si ça c'est la section 1 et ça c'est la section 2, on sait que ES dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, c'est 1 demi de V1 carré fois 1 moins A1. Autant vous dire qu'il ne faut pas la connaître celle-là, sur A2 puissance 2. Voilà, tout le reste c'est tabulé, donc c'est très facile. ES, on s'en préoccupe pas beaucoup, c'est donné. Et le troisième point, et j'aurai terminé pour ce cours, c'est EF. Après, on va faire du coup un petit exercice. Je me permets juste de regarder depuis combien de temps nous sommes en stream. Enfin, la vidéo dure depuis 43 minutes, donc on a encore 15 minutes, c'est parfait. Donc, je rappelle, W, on a vu travail pompe, travail pompe, travail turbine. ES, on a vu, c'est des tables. Il nous reste EF. EF, bah, on a vu deux choses, EF. On a vu que ça pouvait être lié à la turbine, et ça, en fait, ça rentre dans le rendement. Pour la turbine, la pompe. Le second point qui nous reste à étudier, c'est les canalisations. Là, il y a de la chance. Encore une fois, on va faire appel ici à des tables. Et précisément donc à un type de diagramme qui est extrêmement utilisé par les plombiers, en gros. Par les plombiers, par tous les gens qui font des canalisations. C'est le diagramme de Moody. On peut montrer que EF, donc toujours divisé, hein, c'est toujours rapporté en fait à une vitesse. Donc la vitesse, lorsqu'on arrive, moyenne dans les canalisations, souvent, c'est souvent rapporté comme ça. C'est lié à la longueur de la canalisation, à son diamètre
et à un facteur petit f qui dépend de Reynolds et de epsilon sur d cana. Qu'est-ce que ça veut dire cette connerie? Le nombre de Reynolds, on l'a vu dans le cours précédent, c'est un nombre qui caractérise, dans le premier cours, pardon, c'est un nombre qui caractérise le régime du fluide. Est-ce qu'il est laminaire ou est-ce qu'il est turbulent? Ce nombre de Reynolds, je le rappelle, dépend de la masse volumique, de la longueur de la canalisation. Alors ici, on va se baser non pas sur la longueur de la canalisation, mais sur le diamètre de la canalisation, parce qu'on prend le Reynolds le plus petit. La vitesse et la viscosité, hein, qui est cette capacité du fluide à adhérer, à s'accrocher aux parois. Donc voilà. Donc, on a ce EF qu'on cherche, c'est lié à un rapport de longueur très bien, et à une valeur qui dépend du nombre de Reynolds et de un paramètre ici, epsilon sur décana. Epsilon, c'est quoi? C'est la rugosité. C'est-à-dire à quel point votre paroi à l'intérieur elle est cramée. Et pour trouver ce terme-là, on va faire appel au diagramme de Moody. Alors je vais vous faire une petite démonstration sur internet. On va taper ici, j'espère que vous allez voir un diagramme de Moody. Est-ce que vous voyez ici? J'espère que vous voyez bien les refs. Ce diagramme. Alors comment ça se mesure? Donc nous en fait, ce qui est sympathique, c'est que le coefficient en fait EF, la 1,5 de rho V2, etc., il est là, hein. Il est ici, et c'est ce qu'ils appellent ici epsilon. Vous voyez qu'il y a il y a beaucoup de choses dans ce diagramme, on va essayer de comprendre. On a la valeur du coefficient qu'on cherche, epsilon, que nous on a appelé ES, mais là qui s'appelle ici epsilon. On a en abscisse le nombre de Reynolds, et puis on a ici la rugosité relative du tuyau, epsilon sur D. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller calculer le nombre de Reynolds dans notre canalisation, on va faire un exemple tout à l'heure. Yonasta, how are you doing, bro? On va calculer notre nombre de Reynolds, donc par exemple, je sais pas, c'est con que je puisse pas dessiner dessus, par contre peut-être je peux faire un truc comme ça. Oh, regardez ça les amis, on est incroyable. Quand on se dit, mettons, je sais pas, moi mon nombre de Reynolds c'est 10 puissance 4. Donc on est là. Et puis on nous dit dans l'énoncé, la rugosité relative c'est, je sais pas, 0,03. Donc on va faire un petit trait, dégueulasse. Hop là, comme ça. On a 0,03 ici, donc on va suivre en fait la courbe bleue. Et donc ça va nous donner epsilon à peu près 0,061. Oh no, I'm sorry mate. What the fuck? What happened? Oh, I'm sorry. Oh no. Oh bro, I'm feeling so bad for you. What happened? Ah merde, Nasta il a perdu son chat. Putain, ça le fout mal pendant le stream ça. Donc voilà comment on calcule. Je suis obligé de continuer. On calcule ES ainsi. Ok? J'ai tout dit sur la partie du cours sur le diagramme de Moody, Bernoulli, l'énergie et ses applications, enfin, et les différents théorèmes. Et je vous propose maintenant, pour conclure la séance, eh bien, de regarder ensemble un exercice d'application réel de ces Bernoulli, ces choses comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à les mettre en commentaire. Et on va regarder. J'ai plein d'exercices. Et je vais essayer d'en prendre un quand même qui soit, je dirais, intéressant pour l'application. On va regarder deux exercices ensemble. Donc un
enfin, on va en faire un, je dirais, sur la vidange, enfin le remplissage d'une voiture. Et l'autre, je vais voir si j'ai suffisamment d'éléments pour... euh, Oui, on va le faire. Il est un petit peu long celui-là, non. Donc non, on va pas, on va faire vraiment deux exos simples. On verra si jamais le problème, ça vous intéresse, on pourra le faire. Donc, l'exercice est le suivant. Je vais simplement moi le sortir, hein, et puis on va regarder ensemble. Je vais lire ce que m'a dit Nasta. She was sleeping under mask, and when my worker started engine, she had panic attack and jumped straight on the wheel. What? Oh no. I'm sorry. That's really that's kind of unlucky. Donc voici l'exercice du jour. On a une station essence. On a une station essence ici représentée, d'accord, avec une pompe et une voiture. Un mec est en train de mettre il y a un mec qui est en train de mettre de l'essence. La question qu'on se pose déjà, c'est quelle est la puissance nécessaire pour la pompe du réservoir afin de ramener l'essence au conducteur. C'est un vrai problème. Mais évidemment, selon le niveau du réservoir dans lequel on vient pomper, eh bien, la puissance à fournir n'est pas la même. Tout simplement parce qu'il faut remonter plus du fluide lorsqu'on est très bas. Donc on va essayer de dimensionner cette pompe ensemble et de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc on nous donne des consignes. Une pompe à essence aspire du carburant dans une citerne et le déverse dans le réservoir du véhicule à la pression atmosphérique. La citerne qui communique avec l'atmosphère est enterrée dans le sol dont l'altitude est prise égale à 0. Donc moi je vais faire mon petit dessin. Ici, 0. I'm sorry for you, bro. I'm really sorry. I don't know what to say. It just happens. How old was she? La surface du réservoir est très grande devant la section de sortie du pistolet. Donc on dit la surface du réservoir est très grande devant la section de sortie du pistolet. Donc c'est-à-dire en fait que on a le pistolet qui est une toute petite section et la section du réservoir de la voiture très grande. I'm sorry. Only 7, she could live much longer. Indeed, but what we can do actually is just I understand. I understand. But I hope you will just maybe you can just get I don't know, like I was a kid since I had animals, so I don't really remember, but yeah, I'm pretty sure I would understand for my girlfriend, for example, if she lost something. But I'm sorry for that. I hope you will just maybe find another one and yeah, this happens. I'm just finishing that Nasta and then I'm yours. Donc la pompe, hein, donc voilà, elle t'es prof IRL, je me souviens plus, j'étais prof. La pompe du coup, elle est là.
La surface du réservoir est très grande devant la section de sortie du pistolet. Lorsque la citerne est pleine, le niveau de la surface libre est de moins 2 mètres. Lorsqu'elle est vide, ça atteint moins 4 mètres. Le carburant s'écoule dans le réservoir du véhicule à une hauteur Z égale 0,8 m au-dessus du sol par un pistolet de diamètre D égale 50 mm. Le temps du remplissage d'un réservoir de volume V de 50 litres doit être inférieur à 3 minutes, quelles que soient les conditions de fonctionnement. La pression ambiante est prise égale à 1 bar, l'accélération de la pesanteur est donnée, nanana, nanana. Super. Déterminer le volume, le débit volumique minimal Q, puis le débit masse M d'écoulement de l'essence dans le réservoir. Donc on nous dit que T, c'est 180 secondes à 3 minutes pour un volume V de 50 litres. Donc première question. Le débit Q, c'est quoi? C'est en gros la quantité volumique. V, c'est le volume divisé par le temps qu'il faut pour remplir le volume. Hein, c'est un débit. C'est un volume divisé par un temps. Donc, rien qu'avec ce qu'on a au-dessus, on trouve 0,278 litres par seconde. Bon, pourquoi pas. Dire pour l'instant à quoi ça sert. Ok, please continue, quack, bro. Donc ça, c'est le débit volumique. Le débit massique qu'on nous demande, M point, c'est simplement le débit volumique fois la masse. Et nous, la masse, on sait que c'est ρ. Et ρ, c'est le ρ de l'essence. Il est donné dans l'énoncé puisqu'il faisait, je crois, 800. Et ça, on fait les calculs, on trouve 222 grammes par seconde. Bon, très bien, super. À quoi ça sert? Vous allez me dire, vous allez voir. On nous dit en déduire la vitesse minimale V du liquide à la sortie du pistolet. Alors, si on suppose ici un écoulement stationnaire, il faut que... Donc M point, c'est quoi? C'est le débit qui vient de là. Il faut que le débit qui soit en bas de la citerne et le débit qui sorte de la pompe soit la même. Sinon, c'est pas stationnaire, sinon il se passerait des choses. Là, tout est bien, tout est fluide. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse, le débit massique, doit être le même partout. Et ça, la définition, c'est quoi? C'est la masse volumique fois la vitesse de l'essence fois la section de l'essence. Ça, c'est la masse, c'est la définition du débit de masse. C'est simplement Q, c'est ρ V, c'est la masse volumique fois la vitesse. Et pardon, excusez-moi, Q, c'est la vitesse fois la section, c'est un débit, et ρ E qui vient rajouter la notion massique. Et donc on trouve que VE, donc on connaît ME, on connaît ρE, on connaît SE. Un SE, c'est quoi? C'est la surface du pistolet. Et cette surface, c'est pi diamètre du pistolet sur 4. Ça, c'est la géométrie. Bon, en tout cas, passons peut-être l'aspect mathématique. Juste, voyons pourquoi Bernoulli va être super intéressant ici. Je vous le montre tout de suite. On trouve 0,14 mètres par seconde. Question. Quel est le travail à fournir à la pompe pour assurer cette vitesse? Et c'est ça qui est d'un intérêt majeur pratique. C'est ça qui est super important. Eh bien, on va appliquer notre Bernoulli entre 1 et puis ici 2. Appliquons Bernoulli, donc on est un stationnaire, on suppose qu'il n'y a pas de viscosité, on ne nous donne pas, alors évidemment pour de l'essence c'est discutable, mais supposons, ça va nous donner un ordre de grandeur. Donc voilà, tout va bien, on a un stationnaire, toutes les hypothèses sont vérifiées. Eh bien, le théorème de Bernoulli, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la pression 2 sur ρ2 plus la vitesse en 2 au carré, divisé par 2, plus l'altitude de sortie, moins la pression en 1,
plus V1 carré plus G Z1 est égal à quoi? Bah au travail théorique. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la puissance, c'est un travail. On ne nous donne pas d'indication ici sur le rendement de la pompe, on va donc supposer que le rendement est parfait. D'accord? Et là, on a une expression du travail, donc on n'est pas encore sur la puissance, mais on y est presque, en fonction des paramètres du problème. Voyons qu'est-ce qu'on peut simplifier. La vitesse en 1, ici, comme on a dit que la surface du réservoir était très très grande par rapport à la surface de... Donc la surface du réservoir d'essence était très grande par rapport à la surface du pistolet. En fait, on a un écoulement, globalement il se passe rien. Imaginez sur la mer au repos, vous avez foutu une vieille pompe dans la mer, globalement ce qui se passe au niveau de la surface de la mer, il ne se passe pas grand chose. En termes de vitesse. L'altitude change, mais la vitesse est quasiment égale à 0 ici. Donc, on va dire à peu près la vitesse en 1, on s'en bat les couilles, ça fait à peu près 0. La pression en 1. La pression en 1, en fait, vous avez un évent qui vient en fait dans le réservoir qui permet de ne pas avoir de dépression, de choses comme ça. Et donc, du coup, d'avoir une pression qui en 1 est égale à la pression ambiante. P1, ça fait PA. La P2, bah, c'est la pression qui est en sortie du pistolet. Et donc, le pistolet, il injecte à l'air libre, en tout cas dans la pression ambiante. Et donc, P2, c'est PA. Et bien sûr, ρ1 est égal à ρ2 parce que c'est un fluide incompressible et que c'est toujours de l'essence partout. Et du coup, on trouve directement que le travail théorique, c'est 1/2 de la vitesse du pistolet, hein, V2 c'est la vitesse du pistolet, plus G, Z pistolet, moins Z réservoir. Qu'est-ce que ça nous dit ce truc-là? Ça nous dit que le travail que la pompe doit fournir, c'est le travail lié au fluide qui sort du... C'est ce qu'il faut fournir, hein. C'est lié à ce qui doit sortir de notre réservoir, enfin de notre petit pistolet, plus une énergie qui est liée à la profondeur du truc à aller chercher. Alors ça paraît évident, mais là on vient de le démontrer avec une formule à la con. Et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est que si le réservoir il est plus bas, alors l'altitude que doit traverser tout le fluide est plus importante. Hein, le ZP moins Z2, c'est en gros de tout en bas jusqu'au tout en haut. Et donc ce terme va devenir plus important, et donc le travail à fournir sera plus important. On est tout à fait content. La puissance, qu'est-ce que c'est? La puissance à fournir, c'est simplement le travail que multiplie la masse volumique. Hein, ça c'est la définition de la puissance, c'est une des définitions de la puissance. Et donc lorsqu'il est plein, notre réservoir, donc c'est-à-dire une altitude de moins 2 mètres, on va trouver 6,1 watts. Et lorsqu'il est vide, on va trouver 10,5 watts. Donc là, on a une pompe qui doit, pour remplir un réservoir de voiture, avoir ce débit, donc cette puissance de 10,5 watts. Alors, en pratique, évidemment que cette puissance sera plus importante, puisqu'on va rajouter des frottements qui ne sont pas modélisés ici, mais on pourrait voir par exemple que les frottements seraient liés à l'état de la canalisation, seraient liés au rendement de la pompe. Si la pompe était pas parfaite, là elle est parfaite, hein, mais si elle ne l'était pas, on rajouterait un rendement. Par exemple, je sais pas, si c'est un rendement dégueulasse, un genre 0,5, eh bien tout passerait en fait on multiplierait par 2, hein, pour avoir du coup notre puissance réelle, ça serait par exemple 20 watts. Ce qui est très important ici, ça serait d'être capable, bien sûr on n'a pas les informations, ça serait être capable d'estimer en gros les valeurs des pertes liées au frottement dans la canalisation avec Moody, la valeur des pertes liées à la pompe, et de comparer si finalement on est très très loin de la réalité ou pas. Et ça peut se faire tout à fait, hein. Bien sûr, si la canalisation elle est un peu pétée, s'il y a des trucs un peu bizarres, il y a des tables pour ça, mais on est capable, vous voyez, avec un simple théorème de Bernoulli, de faire des applications vraiment concrètes. Et là, on a fait
un réservoir de voiture, mais vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle problématique de forage pétrolier. C'est exactement la même chose. Il faut reprendre du pétrole qui est tout en bas, le ramener à la surface, on fout une pompe et on est capable de dimensionner ces pompes. Donc voilà pour cette petite application. Et il y en a énormément des applications comme ça. Et donc, bien sûr, on fera peut-être une petite session exercice si ça vous intéresse. Problème, je dirais, plus pratique. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un problème de forage pétrolier. Je peux peut-être vous montrer juste l'énoncé, mais pour vous montrer un petit peu euh, les problèmes d'ingénieur qu'on peut faire avec juste un Bernoulli. Et puis, ça sera la fin du cours les refs. C'est ce problème ici. Pardon, c'est pas celui-là. Voilà, forage pétrolier. Des mesures sismiques. Alors c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais je vais vous le dire. Des mesures sismiques et des essais par carottage ont permis d'identifier du pétrole, de masse volumique ρ et de viscosité cinématique mu, dans un réservoir géologique de grande dimension situé à 2000 mètres de profondeur dans la roche. Un puits est creusé. Le pétrole est extrait par un tube en acier de diamètre D0 égale 0,1 m, usiné, avec des défauts de cote inférieurs à 0,5 mm. Déjà, epsilon, on vous donne de la rugosité. L'accélération de la pesanteur est prise égale à 9,80 m par seconde carré. La situation est représentée sur le schéma figure 2. Pour simplifier le problème, on admet que les écoulements sont uniformes et établis dans les sections 1 et 2. La section 2 débouche à la pression atmosphérique. Voilà. La perméabilité de la roche, en gros, elle est grande. Donc en gros, il n'y a pas de perte de charge. En gros, le tuyau va bien. Voilà. En gros, entre 1, on va dire, 1 et entre le réservoir géologique et puis le début du tuyau. Alors qu'en vrai, bien sûr, ce n'est pas le cas. Le réservoir est à une pression donnée P0F et donc on vous dit dans ces conditions de déterminer des débits masse, le débit réel et quelle est la pompe qu'il faudrait mettre. Et puis comment est-ce qu'on pourrait choisir la gueule du tube pour minimiser la puissance de la pompe installée pour maximiser la production. Donc vous voyez, ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème d'ingénieur. Et aujourd'hui, on est tout à fait capable de le résoudre avec les outils qu'on a développés aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse de le faire, je vous invite à le faire. Moi je l'ai fait, alors moi je l'ai fait un petit peu différemment en fait que ce qui était parce que je me suis même amusé à calculer des trucs en plus, mais même des variations de température et tout. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de le faire. Et puis voilà. Euh, Voilà les amis, ça fait 1h12 qu'on a fait cette session. Donc je pense que c'est le moment de s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir assisté à ce troisième cours, donc il sera sur YouTube. Je vais couper tout de suite le stream et je vous dis, l'enregistrement, pardon, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et on regardera peut-être pour la prochaine séance justement ce problème de forage pétrolier pour faire une petite pause. Justement dans ce genre d'études, c'est très important. Merci.